matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et je suis donc très heureuse de recevoir Daniel Husson dans ce climat, justement dans cette ambiance qu'on a en ce moment de confusion. Et c'est le titre de votre livre, Climat, de la confusion à la manipulation, aux éditions L'Artilleur. Bonjour Daniel Husson. Alors, on va récupérer votre son. En attendant, je vous présente. Vous êtes docteur en physique des particules, chercheur enseignant à l'Université de Strasbourg sur la thermodynamique et la relativité. Vous aviez déjà présenté et écrit ce livre, La physique pour les nuls, aux éditions pour les nuls. Et puis donc, ce livre, Climat de la confusion à la manipulation, on vous a retrouvé, oui. On va donc, je Oui, voulais... j'espère. Oui, tout à fait, on vous entend. Je suis très heureuse de vous entendre aujourd'hui. Et en plus, vous êtes physicien et votre livre est très bien écrit, je le précise tout de suite, parce que d'abord avec beaucoup d'humour, et ça fait du bien l'humour, surtout pour traiter de sujets graves. Et puis parce qu'il est très pédagogique finalement. Vous utilisez des exemples très simples à comprendre pour des non-physiciens, avec quand même un petit chapitre que je suis pas trop allée visiter pour tout vous dire, à la fin, pour les plus initiés, ceux qui veulent aller un peu plus loin dans la physique. Bon, je suis pas allée faire mes devoirs à l'école de physicienne, mais pour revenir au sujet, c'est vraiment intéressant de vous avoir en ce moment, et vous le dites d'ailleurs, hein, c'est le début de votre livre sur ce refrain médiatique de l'urgence, cette litanie du réchauffement climatique, qui quand on n'a plus de réchauffement, quand on ne ressent pas cette chaleur, parce que pas de chance, la météo fait qu'il fait plutôt froid et qu'il pleut, et que nous avons de l'eau tous les jours, etc. Tout est bien irrigué, je veux dire. Eh bien, on ne sait plus quoi dire parce qu'on ne parle plus de réchauffement. Alors que font les médias, en tout cas? Ils parlent de désordre pour pouvoir expliquer ce glissement entre le réchauffement climatique et la panique. Passe au mot désordre. On est dans un désordre climatique. Et puis, moi, j'ai même pu lire il y a peu de temps encore des articles qui expliquaient que le réchauffement climatique, pourquoi les réchauffements climatiques n'étaient pas incompatibles avec un temps froid ou pluvieux. Donc voilà où on en est aujourd'hui dans la présentation des médias. Et c'est pourquoi je trouve que d'abord, c'est très intéressant de vous recevoir en tant que physicien. On n'en reçoit pas beaucoup. Et vous expliquez très bien ce qui se passe, et notamment le rôle des océans, et on va revenir. Mais si vous voulez bien commencer peut-être sur votre étonnement par rapport à ce refrain, on va dire, médiatique, et puis peut-être aussi nous réexpliquer qui aujourd'hui sont ceux qui nous dictent un peu la bonne conduite, notamment le GIEC, avant d'aller sur le fond du sujet, c'est-à-dire où en sommes-nous vraiment, et notamment que vous nous expliquiez ce qui se passe avec les océans. Oui, alors je peux comprendre que c'est pas toujours sympa pour les médias, ce que j'écris, mais il est vrai que les médias n'ont pas le temps de faire leurs investigations comme les scientifiques, et la littérature scientifique d'ailleurs n'est pas disponible, pour le grand public. Elle est confinée aux bibliothèques des universités, et donc il y a une espèce d'éditeur en chef qui s'appelle, GIEC, qui est une dépendance politique de l'ONU, et qui a été chargé en 79, non pas de dire la vérité sur le climat, pas du tout, mais d'éclairer les politiques sur les méfaits des hydrocarbures. Ça, c'est leur mandat, et c'est ce qu'ils font depuis 50 ans. Alors, dans la pratique, il y a quelques scientifiques dans ces bureaux, mais leur travail, c'est essentiellement de faire un tri. Ils prennent la littérature scientifique qui va dans le sens de leur mandat, ils font un gros tas, et ils prennent la littérature scientifique qui n'est pas d'accord avec le point de vue canonique, disons, ils font un autre tas qui va dans la poubelle. Et donc ils desservent le discours qu'on entend tout le temps, et qui est à sens unique, en effet, comme vous avez dit. Et j'ai pris le temps, dans mon chapitre 8 de ce bouquin, de prendre un exemple d'un de ces articles scientifiques du MIT quand même. C'est des MIT à Boston, aux États-Unis. Ces gens qui étudient, dont c'est le travail, ils ont fait même une méta-analyse. Ils ont fait des concours de simulation entre beaucoup d'équipes, des Américains, des Français, des Japonais. Et la conclusion de l'article, c'est, eh bien, on est dans un sacré, on va dire, un sacré pataquès scientifique, en fonction des hypothèses qu'on met dans les calculs, de la profondeur de l'océan, est-ce que les nuages sont dedans, est-ce qu'ils ne sont pas. Les physiciens arrivent à des résultats, un véritable grand écart entre un prochain refroidissement et un prochain réchauffement. Et ce genre de papier, qui est honnête,
et qui montre la difficulté de modéliser les choses avec une hypothèse, on va dire unique, le Oui. CO2, ça ne marche pas. Et donc dans la méta-analyse, ils prennent en compte les gens qui utilisent une autre grille d'explication, qui est l'absorptivité des océans et des nuages et de l'atmosphère. Et pour finir, l'article conclut à probablement euh, l'effet dominant n'est pas dans le CO2, mais dans les différences d'absorptivité de l'océan, qui est un problème compliqué. Et voilà le résultat de ce que fait la science. Le problème est compliqué. Il n'y a certainement pas une cause unique. Mm. Il y a beaucoup de choses en jeu. Et le discours du GIEC est tellement simpliste qu'à un moment donné, je me suis dit, il faut réagir. Mm. Surtout quand j'ai vu mes étudiants organiser des réunions autour des marches du climat et être en proie à une véritable éco-anxiété. Oui. L'éco-anxiété, ça existe. Les jeunes sont en mauvais état dans leur tête. Ils sont presque dans le même état que nous-mêmes, étudiants, quand on croyait à la guerre nucléaire imminente. No future, des slogans comme ça. Oui, oui. Et j'ai l'impression de revoir ça aujourd'hui, avec la jeunesse d'aujourd'hui. Et ce sont eux qui m'ont décidé d'y aller et d'étudier le problème à la loupe. Oui, pour les générations futures qui, notamment, vous l'avez dit et vous le rappelez dans votre livre, que certains refusent même d'avoir des enfants sur ce principe-là, du réchauffement climatique et de la panique, on va dire, sur ce qui se passe autour de notre climat, de notre environnement plus généralement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avant d'aller sur ce qui se passe vraiment, parce que c'est quand même tout votre travail, euh, vous signalez bien là l'obsession, notamment du GIEC sur le CO2, donc l'obsession dans la causalité, mais vous expliquez aussi, et c'est très important, je pense, l'obsession dans la réponse finalement qui est donnée par ces mêmes experts, c'est-à-dire que on nous parle toujours de transition énergétique comme s'il n'y avait que le secteur de l'énergie. Et là, vous soulignez, et je pense que c'est vraiment fondamental pour comprendre que déjà il y a un souci. Vous dites l'affaire est à suivre, mais la transition à peine entamée se réduit souvent au seul secteur de l'énergie, alors qu'elle devrait être agricole, minière, pétrochimique, un bouleversement civilisationnel, un virage à 180 degrés dans les secteurs de l'agroécologie, des objets recyclables, du respect des rivières, des océans. À quand la refondation complète de notre regard sur le vivant? Pourquoi? C'est vrai. Pourquoi on ne nous parle que de transition énergétique, alors qu'on sait pertinemment que aujourd'hui on est totalement pollué par notamment les pesticides, etc. et autres, et que finalement c'est un travail, comment dire, multifactoriel forcément. Oui, on peut même dire que c'est une espèce de cache-sexe, sans être grossier. Le CO2, c'est assez pratique parce qu'il y a des actions, on va dire, immédiates à prendre en ayant l'illusion qu'on peut rester dans des choix de société qui sont, pour le dire simplement, productivistes. C'est ça. Et donc, on va produire des nouvelles startups, des industries propres qui vont régler le problème. Et en fait, ça, c'est une mauvaise manière d'aborder la chose, parce que c'est justement le système productiviste qui est à l'origine de la dévastation tous azimuts. Le problème énergétique n'est qu'un petit problème. Bien sûr. Pour prendre un exemple au niveau des carburants, on nous parle des avions. Bien sûr, les avions ont une part dans toute cette histoire, mais si on regarde les chiffres, l'avionique, c'est 2,5% du problème du CO2, juste du problème du CO2. Et donc, lorsqu'on leur a fait des avions électriques qu'on ne sait pas encore faire, des avions à hydrogène qu'on ne sait pas encore faire, on aura réglé 2% des émissions de CO2. C'est dire à quel point on est capable de se focaliser sur des détails au lieu d'aller vers une refonte du système économique un petit peu. Et comme vous avez eu la gentillesse de citer, les problèmes liés au plastique, par exemple, Bah, bien nous sûr. empoisonnent Mm, déjà tous les jours, mm. tout le monde. Oui. Ou les problèmes de déforestation, les problèmes de pompage, on va dire extrêmes, sont à l'origine du désordre du cycle de l'eau. J'aimerais citer Charlène Descalonges, qui est une hydrologue, qui est une scientifique donc, qui fait des conférences aussi, et qui explique bien que l'origine des sécheresses et des inondations n'est pas du tout la température. C'est le fait qu'on a, on va dire, attaqué le cycle de l'eau dans son rythme multimillénaire, et on a multiplié la vitesse de rotation des eaux douces par un facteur 2 en 50 ans. Et c'est simplement notre gestion industrielle et agricole qui est à l'origine de ça. Il n'y a aucun rapport avec le CO2, ni même avec les températures, pour le coup. Surtout que quand on voit bien les réponses qui sont apportées pour
soi-disant arrêter les émissions de CO2, ce sont souvent des réponses toujours plus industrielles. Et finalement, on voit bien là quelle est, a priori, l'optique de ces experts, entre guillemets, qui nous disent CO2, CO2, et qui répondent industriel, industriel. Et on se demande si vraiment leur volonté est d'arranger comment dire, notre planète. Daniel Husson. Oui, c'est effectivement, il y a un discours très hypocrite de la part des les pétroliers, bien sûr, font un travail. On ne peut pas stopper l'industrie pétrolière du jour au lendemain, ça serait un krach économique catastrophique. Mais il faut engager vraiment le secteur sur d'autres rails, on va dire. Oui. Mais honnêtement, aujourd'hui, Monsieur Total, je ne vais pas citer le nom du dirigeant, font du simple verdissement. On peut voir sur leurs publications qu'ils installent des panneaux solaires ici ou là, quelques mètres carrés de panneaux solaires, simplement en s'adonnant à ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, Oui. qui est simplement une manière de verdir son activité. Son image. Oui, mais c'est que de la com. Oui. Dans la pratique, on n'a pas commencé sérieusement au niveau mondial on va dire à travailler tous les aspects par lesquels on moleste la planète. Alors, et allons justement dans le cœur du sujet, et c'est là où vraiment j'apprends beaucoup de choses grâce à ce livre que vous avez écrit, Daniel Husson, et le rôle des océans, sur lequel jusqu'à maintenant, je ne crois pas avoir beaucoup lu sur le sujet. Et vous montrez que justement, quand on parle du CO2, c'est vraiment regardé par le bout de l'orgnette quand on connaît par exemple le rôle fondamental des océans, qu'on oublie et que donc on maltraite en plus. Si vous pouvez nous rappeler justement ce rôle des océans par rapport, donc vous dites l'athlète, je crois, de l'athlète océan face à l'athlète du gaz. Est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce qui se passe et comment justement l'océan lutte aussi contre ce réchauffement climatique? Alors, l'océan lutte contre les variations trop rapides dont on nous dit que c'est on a 3 ans ou 3 jours, Oui. 3 secondes. C'est ça qui est archi faux, en fait. Le système Terre, c'est en masse, c'est d'abord de l'océan et quelques millièmes d'air. Et donc, l'air ne peut pas gagner un match, on va dire, thermique contre l'océan. Parce que si vous regardez les grandeurs en question, il y a à la fois la masse et il y a aussi la capacité thermique, qui est le facteur par lequel les températures peuvent bouger ou non. Mmh. Tout Peut-être, le monde pardon Daniel Husson, pour que ce soit très clair pour tout le monde, vous donnez un exemple dans votre livre avec un cube où on enferme, j'ai plus les degrés en tête, mais vous les connaissez certainement par cœur, où on oui. met de l'eau, je crois, aux 2 tiers et le gaz à 1 tiers, enfin, vous allez nous redire, et puis une certaine température, et comment l'un influence l'autre. Et finalement, on voit que comment dire, l'athlète de l'eau gagne la partie contre le gaz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, alors la manip qu'on peut faire dans son salon, il faut avoir disons un aquarium, un objet comme ça de grande taille, 1 m3, et y introduire une simple bouteille d'eau qui est à 10 degrés, et l'air au départ est à 20 degrés, c'est pour prendre des chiffres simples. Et donc on s'attend à quelque part à un rééquilibrage. Vous fermez bien, il faut isoler la chose, et vous fermez le cube et vous attendez 1 heure 2. Et on ne s'attend pas à ce qu'à la fin, la température d'équilibre soit 15 degrés, le milieu. Enfin, Mmh. tout le monde dirait oui, c'est quelque part entre les deux. Mmh. Mais si on fait le calcul, on va trouver un équilibre à 10,001. Parce que, justement, Donc très proche de la température initiale de l'eau, pour rappeler. absolument, l'eau est d'une inertie thermique énorme, qui est par exemple la cause du fait que le climat en Bretagne est beaucoup plus doux que le climat à Strasbourg, simplement parce qu'il y a de l'océan qui est là, et l'océan est très difficile à bouger. Même si vous essayez d'y aller avec les grands moyens, l'océan a une inertie thermique qui fait que ça ne peut pas se passer à la vitesse à laquelle certains écolos nous disent que ça doit se passer. Par exemple, il nous reste 3 ans. Il y a quelques temps, on n'entendait que ça. En fait, il nous reste un temps indéterminé que les physiciens essayent de simuler avec leurs outils informatiques. Et j'insiste sur le fait que les outils informatiques sont très très faibles pour la science climatique est balbutiante. Il ne faut pas que les gens s'imaginent que parce qu'on a des gros ordinateurs dans les labos, on a tout compris de la physique. Oui. On ne peut entrer dans les modèles que les équations et les modèles mathématiques que l'on connaît.
Et on n'arrive pas à entrer dans ces très gros programmes d'ordinateurs la totalité des effets. De loin pas, de très loin pas. Donc, Et d'ailleurs, ouais. c'était le pari de Madame Thatcher lorsque, dans les années 79-80, elle a lancé le GIEC. Elle s'est dit, c'est une science tellement confuse que ça va occuper un peu les gens. Et pendant ce temps, je peux faire avancer mon programme politique, qui à l'époque était de museler les syndicats du charbon. Donc Oui. aucun rapport avec la vérité climatique. Au contraire, elle a utilisé cyniquement le fait que la science est balbutiante pour faire avancer un agenda politique. Oui. Et on peut dire que ça continue, en fait. Oui, c'est ça. Ça, vous soulignez bien l'agenda politique qui est derrière. Bon, bah, on peut parler, je vois que ça fait beaucoup réagir dans le chat ici en direct, bientôt de l'interdiction des bovins, parce qu'ils produiraient du méthane. Enfin voilà, on est sur ces sujets-là, évidemment extrêmement politiques, avec des idéologies derrière, qui n'ont rien à voir avec véritablement la question de faire avancer la cause environnementale. Et donc, si on vous suit, cette obsession du réchauffement climatique est une erreur quand on connaît justement le travail, on va dire l'inertie des océans de notre planète Terre. Vous avez aussi la règle de la puissance 4 sur laquelle est-ce que vous voulez bien revenir pour nous montrer aussi à chaque fois les erreurs vers lesquelles nos experts et nos politiques se tournent? Voilà, là, on est dans les effets qu'on appelle des effets de rétroaction, dont la plupart de ceux qu'on peut observer dans la nature sont des effets de modération. Il y a très peu d'effets exponentiels. L'adjectif exponentiel est très aimé de certains médias parce que ça donne tout de suite des images on va dire, dramatiques. Et on peut montrer que le climat, la force numéro 1 du climat de la planète, obéit à ce qu'on appelle la loi de Planck. Mm. Alors, essentiellement, il faut savoir que la Terre est éclairée par le Soleil bien sûr, toutes les longueurs d'onde. Et ce wattage colossal est intégralement Renvoyer, redonné oui. renvoyé à l'espace extérieur, intégralement. Oui. Et donc, Vous ce que dites pas un fait degré de plus. Toute la chaleur qu'on reçoit du soleil, on renvoie exactement la même chaleur, en gros, je dis et vulgairement, dans l'univers. oui, on dit rayonnement du corps noir parce Mmh. que la longueur d'onde est déplacée, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que cet équilibre dure depuis des milliards d'années, d'une part. Alors tout ce qu'on peut faire, c'est de déplacer un peu, mais il faut bien voir qu'à cause de la loi de Planck, qui est justement, comme vous l'avez rappelé, en puissance quatrième de la température, ça fait que, je l'explique simplement, si la température devait augmenter, on va dire d'1 degré, le radiateur Terre renverrait dans l'atmosphère 4 fois plus de ce surplus. Et donc renvoyer plus de surplus que de ce qu'on reçoit, ça veut dire refroidir à nouveau le thermostat. Et ça, Oui. c'est ce qu'on appelle un thermostat autorégulé qui ne peut pas s'emballer à la vitesse à laquelle on essaye de nous le faire croire. Donc en ce moment, bien sûr, on constate un réchauffement depuis les années 70-80, comme il y en a eu d'autres au Moyen Âge ou à l'époque d'Hannibal, ce que je rappelle, ou Oui, oui, tout à fait. les époques historiques. C'est quelque chose qui a toujours existé. Et des mécanismes qui n'ont évidemment rien à voir avec le CO2. Oui. La planète a une dynamique très complexe qui est gouvernée par les courants profonds des océans et qui, eux, circulent à l'échelle des siècles. Le temps caractéristique de circulation thermohaline, comme on l'appelle, c'est le siècle, voire les dizaines de siècles. Oui. En fait, c'est une intelligence qu'on ne peut pas, je pense, comprendre aujourd'hui puisqu'on est vraiment au jour le jour. Et ça, vous le rappelez très bien, c'est un siècle presque pour faire le tour de l'océan en vitesse, Akin, enfin, je sais plus comment vous le dites. Et c'est vrai que là, on se positionne dans des, comment dire? Dans des temporalités totalement différentes et qu'on n'arrive plus à capter aujourd'hui. C'est ça aussi que vous rappelez dans votre livre et c'est absolument passionnant. D'abord, le fonctionnement des océans et finalement, pour conclure, Daniel Husson, peut-être que c'est mieux comprendre ces océans aujourd'hui, parce que vous parlez aussi justement de cette vitesse et du fait que ces flux pourront peut-être même ralentir si on a un réchauffement. Heu, Mieux comprendre nous permettrait de beaucoup mieux appréhender et de beaucoup mieux protéger notre planète. Absolument. Il y a des disciplines entières qui s'occupent de l'océanographie, l'hydrologie. Ces gens travaillent et ces gens publient
mais malheureusement, les publications restent confidentielles. Et ce GIEC, qui est ce bureau de la bien-pensance, ne fait qu'un tri qui arrive jusqu'à vos rédactions et jusqu'à nos lecteurs, qui n'entendent que la partie qui peut les affoler, alors que personne ne prend la peine et le temps. Mais mes collègues chercheurs n'ont pas le temps d'écrire des livres comme ça. J'ai pris Hmm. maintenant, c'est long, hein, c'est un travail difficile d'essayer de comprendre un sujet. Oui. Et effectivement, Ah, alors Daniel Husson, on vous à a... propos de la ouais. circulation des océans, Oui, j'ai quelque chose qui m'a aussi mis un peu en colère à une époque, allez-y. c'est d'avoir lu beaucoup de bêtises sur le Gulf Stream. Et le Gulf Stream, on peut effectivement mesurer un ralentissement infinitésimal. Et c'est pas un courant qui va s'inverser demain matin. Il faut garder en tête les durées géologiques de tous ces phénomènes. Oui, Ou la montée des oui, vous océans qui disiez fait 20 centimètres. Finalement, en combien de temps? Je ne me rappelle plus. Euh, sur, sur le siècle, on va sur dire. le On siècle, est oui, c'est ça. On était presque à un sur siècle. le Ouais. siècle. Et ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que la montée des océans a déjà eu lieu. Je rappelle cette grotte qu'on peut visiter à Marseille, enfin un facsimilé, la grotte Cosquer à Marseille, elle est maintenant située à 30 mètres sous le niveau de la mer. Hmm. Alors qu'il y a 20 000 ans, elle était en surface, bien sûr. Et donc cette montée des eaux de 30 mètres a déjà eu lieu. Elle a eu lieu parce que les glaces qui recouvraient le pôle Nord jusqu'à la France incluse ont fini par fondre Hmm. sur une échelle de temps de millénaires. Oui. Et donc, il n'y a plus de réserve de glace sur Terre pour faire monter de 6 mètres. Ça, c'est vraiment un autre chiffre ridicule qui a été contré en justice contre le film d'Al Al Gore dans Gore, les oui. années. Voilà. Donc, il n'y a pas de 6 mètres, il n'y a pas de réserve glaciaire pour faire monter de 6 mètres. Ou alors, si on fait le calcul, je l'ai fait avec mes étudiants, on en a pour 15 000 ans, jusqu'à ce que l'Antarctique veuille bien nous donner 6 mètres de hauteur sur la totalité de la Terre. Hmm. Pas 3 semaines, 15 000 ans. Oui. C'est vrai que ça nous laisse un petit peu de temps. Surtout que bon, il y a beaucoup de choses à dire, c'est vraiment absolument passionnant. Vous citiez Al Gore, alors rappelons-le, parce que c'est important aussi, ce film d'Al Gore qui a énormément paniqué tout le monde sur, on va dire, la catastrophe qui allait nous arriver environnementale. Euh, Quand il annonçait qu'il nous restait que 10 ans avant la catastrophe, bon, c'était en 2006, donc bon, la catastrophe est visiblement passée. Euh, et qui annonçait donc c'est ce que la mer bondirait de 6 mètres. Et ce que vous rappelez, et vous faites bien de le rappeler, qu'en 2007, donc un an après, un tribunal américain a tranché net à propos des 9 vérités énoncées dans ce film, Une vérité qui dérange, de Dal Gore, donc, et que voilà, c'était faux. La cause principale du blanchiment des coraux n'est pas le réchauffement de l'océan. La mer ne montera pas de 6 mètres, etc., etc. Donc il y a eu un démenti, mais absolument pas un démenti médiatique. Finalement, les médias s'étaient déjà emballés et c'était plus possible de faire retour arrière. Daniel Husson, vraiment, je recommande en tout cas à tous nos éditeurs de prendre le temps de lire ce livre qui lui-même prend le temps de nous remettre dans la temporalité des océans notamment, parce qu'ici c'est fondamental, c'est vraiment le cœur de votre sujet, et sur le fonctionnement réel du réchauffement, enfin des variations climatiques pour utiliser plutôt un terme plus exact. Merci beaucoup Daniel Husson. Je redonne le Merci à titre vous. de votre livre, Climat, de la confusion à la manipulation, aux éditions L'Artilleur. Merci encore. Merci à vous tous, chers amis. Vous vous rappelez qu'il faut mettre des pouces, des cœurs, des étoiles. Et tout de suite, je me tourne vers Roxane Despalingues pour sa chronique.